Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Cette semaine, on va accueillir Ludovic. Comment vas-tu, Ludovic? Ouais, ça va, tranquille, ça va, ça va. La situation en Guadeloupe est un peu particulière en ce moment. Ouais, c'est tendu, on essaye de survivre, mais ça va aller. Ok. Alors, avec Ludovic aujourd'hui, on va échanger surtout sur le milieu de la prison, le milieu carcéral, on dira, plus poliment. Donc, comme d'habitude, la première question, qui es-tu? Alors, je suis Ludovic, ancien gardien de prison. Je l'ai été 8 ans, policier municipal depuis, jeune Saint-Trosien, jeune Guadeloupéen Saint-Trosien. Ok. Euh, Rapidement, c'est quoi ton parcours scolaire? Un petit parcours simple, hein, brevet des collèges. J'ai eu un bac technologique comptabilité et j'ai fait un BTS communication que je n'ai pas eu le temps de terminer malheureusement. Bon, j'ai fait quasiment toute la scolarité, j'ai fait les 2 ans. Et arrivé à 2 semaines des examens, j'ai réussi justement le concours de surveillant pénitentiaire, alors j'ai dû partir. Mais c'est ça ma question. Qu'est-ce que quelqu'un qui fait de la comptabilité, de la communication, s'intéresse au métier de surveillant pénitentiaire? Disons que j'ai fait de la communication. Enfin, je me suis inscrit en BTS communication parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est publicité. J'aime communiquer. En gros, j'aime communiquer, que ce soit face à face, que ce soit passant par la technologie, que ce soit passé par la pub. Et en fait, pendant mon cursus scolaire, j'ai commencé à me lasser en fait. J'ai commencé à me lasser, j'en avais marre de la Guadeloupe en gros, hein. Je vais te dire, tu sais, t'as 19 ans, t'as 18, 19 ans, tu veux voir autre chose. Et j'avais mis une idée en tête, c'était de partir en métropole. Et je me suis inscrit à un concours, mais c'était mon premier concours, c'est sur le concours de surveillant pénitentiaire. Je l'ai passé, je l'ai réussi. Et voilà quoi, je me suis embarqué dans l'aventure. Raconte-moi un peu la formation de surveillant pénitentiaire. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe à un seul endroit? Voilà. Comment ça se passe? Alors oui, ça se passe à un seul endroit, ça se passe à Agen, dans le sud. Pas tant, c'est entre Bordeaux et Toulouse. C'est une formation de 8 mois, assez complète, assez intensive, avec des stages de mise en situation, des stages d'observation en établissement. Et, Attends, rapidement, c'est 8 mois où tu dors sur place ou c'est 8 mois que tu dois te trouver un appartement non, et que tu dois dormir? tu es logé nourri, hein. Tu es logé nourri, il y a l'École nationale d'administration pénitentiaire et tu es logé nourri. Et c'est une formation que tu es obligé de réussir ou c'est une formation que tu peux rater et on peut te mettre fin à ta formation? Ah, on peut te mettre. Ah oui, il faut bien tu un examen final. Tu un examen final et enfin à mon temps, je ne sais pas si c'est toujours sous cette forme-là, parce que maintenant je sais que les contrôles continus commencent à prendre beaucoup de place dans les nouveaux examens, mais moi à mon temps en tout cas c'était un examen final et il fallait le réussir. Et après, tu es arrivé à un amphi, il y avait un classement. Et selon ton classement, selon tes notes, tu choisissais ton établissement. Moi, ça me fait penser un peu à l'armée, à la police, à la gendarmerie, force spéciale. C'est toujours un peu pareil. Ouais. Mais je t'ai coupé, mais je te laisse continuer. Alors, raconte-moi un peu la formation de surveillant pénitentiaire. Comment ça se passe? Non, moi, je t'ai un peu tout dit, hein. Tu sais, tu arrives dans un bel établissement dans le sud de la France où il fait beau, il fait chaud. Tu es logé, tu es nourri, tu es dedans. Alors, les chambres font étrangement penser à des cellules, par contre. C'est des petites chambres de 9 mètres carrés, 9-10 mètres carrés, avec une douche à l'intérieur, par contre. Avec une douche à l'intérieur, tu es deux en cellule, tu vois, je te dis en cellule. Tu es deux en chambre. Tu es avec un colocataire. Non, ça se passe. Tu as des cours la journée. À midi, tu as un crous où tu peux aller manger. Et puis, voilà, tu retournes en cours l'après-midi. À 17h, fin des cours. Tu retournes dans ta chambre pour travailler,
pour réviser tout ce que tu as appris dans la journée. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez le droit de sortir le soir tranquillement ou est-ce que vous êtes obligé de rester? Vous avez des permissions? Ça se Non, passe c'est comment? quartier libre. Non, c'est quartier libre. Une fois que tu as fini tes cours, tu fais ce que tu veux. C'est quartier libre. Ok. Les filles et les garçons sont mélangés? Pas en chambre. Non, Pas en non, non, chambre. mais quand je disais Mais mélangé, c'est par rapport à oui, la oui. formation, je parlais. Ouais, ouais, il y a tout le monde il y a tout le monde ensemble, hein. Il y a pas, on met pas les garçons à gauche, les filles à droite, tout le monde ensemble. Euh, Tu sais, je me posais la question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais je me posais la question, c'était quoi la différence entre les prisons? Parce que tu sais, il y a les prisons de jeunes, enfin, moi, de ceux que je connais, hein, il y a les prisons de jeunes, il y a les prisons haute sécurité, il y a les Oui, prisons, ouais. je sais pas, les prisons courte peine, longue peine. Donc, je sais pas, c'est quoi toutes ces différences? Ben, en fait, selon le profil des détenus, ils ont fait plusieurs établissements. Tu vois, tu as ce que tu appelles les établissements d'haute sécurité. En France, on les appelle des maisons centrales. C'est les établissements où on met les gars qui sont là pour de longues peines, de très longues peines, ou des profils, les profils les plus dangereux. Tu as les maisons d'arrêt, où logiquement, ce sont que des personnes incarcérées non encore jugées qui y sont. Mais bon, vu la surpopulation qu'il y a dans les prisons en France, malheureusement, tu peux trouver des condamnés très souvent. Oui, oui, on en trouve très souvent. Et tu as le centre de détention, justement, qui, lui, est fait pour les détenus, justement, qui ont été jugés, qui ont déjà été jugés. Ok. Et pour les jeunes, c'est quoi? C'est une maison correctionnelle, c'est quoi? Non, pour les jeunes. Alors, il y a ce qu'on appelle des CJD, des centres pour jeunes détenus. Alors là, c'est des quartiers spécifiques, hein. Moi, je ne vais pas te mentir, c'est pas un domaine que je maîtrise parce que tu as des surveillants qui partent vraiment en formation pour surveiller les jeunes parce que, bon, tu sais, dans le quartier les quartiers jeunes, tu as des mineurs et la législation n'est pas la même qu'avec des majeurs. Tu as des jeunes majeurs, tu as, je crois, jusqu'à 20 ans, tu peux être dans un CJD, hein. Ok. Euh, Tu as parlé, c'était pas prévu, mais tu as parlé de la surpopulation des prisons. Euh, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais ça m'intéresse déjà que tu me donnes un avant-goût. Quand on parle de surpopulation, comment toi tu vois la surpopulation? Comment au quotidien tu le ressens en tout cas? Tu le ressentais? Alors, il faut dire, moi, je l'ai pas, c'est pas quelque chose en fait qui m'a forcé, si je peux dire ça comme ça, puisque en fait, en arrivant en établissement, je me suis retrouvé face à une surpopulation déjà. Donc, j'ai appris à travailler avec la surpopulation et moi, je trouvais ça normal. Il m'arrivait d'être à un étage avec facile 110 détenus, 115 détenus, même 120. Ok, et normalement, un agent doit s'occuper de combien de détenus? Oh, je sais pas, maxi 60. Moi, j'étais sur un étage. Alors, j'étais à Fresnes. À Fresnes, je crois, je sais plus, je crois, il doit y avoir 25 cellules de chaque côté. Donc, ouais, peut-être 50 détenus, normalement. Enfin, pour une prison comme Fresnes, hein. Après, ça dépend des infrastructures, bien évidemment. Ok, ok. Mais tu me disais, ouais, que toi, tu as toujours connu ça, mais je pense que quand tu parlais aux anciens, les anciens te disaient que c'était pas comme ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Ils n'ont pas connu. Mais après, euh, comment t'expliquer ça? Non seulement il y avait pas la surpopulation comme il y a aujourd'hui, mais en plus, la législation était plus, comment dire, plus souple. Donc en fait, les surveillants pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec les détenus à un certain temps. Donc il n'y avait pas encore tous les avocats qui rentraient dans les prisons comme aujourd'hui. Les détenus n'avaient pas autant de droits qu'aujourd'hui. Donc c'était, je pense, plus facile pour eux à leur époque qu'aujourd'hui, quoi. Surveillant aujourd'hui, il faut faire attention à tes arrières, il faut faire attention à ce que tu dis. Maintenant, les prisons, elles sont filmées, elles sont enregistrées. Après, on n'est pas là non plus pour mettre la misère aux détenus, attention, hein. Mais bon, si tu avais plus de moins de pression
illégaux, on va dire, il y a quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas faire n'importe quoi. Non, j'imagine. Moi, les questions, c'est que, enfin, la question que je me posais, c'est, souvent quand on parle de la prison de la santé, souvent c'est les gens célèbres qui vont à la prison de la santé. Est-ce que toi, tu as la réponse? Alors, je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non. Mais déjà, la prison de la santé, c'était la seule prison de Paris intramuros. Déjà. Donc, voilà, c'est la prison de Paris, déjà, c'est quelque chose. Et puis après, je pense que c'était plus facile pour l'administration pénitentiaire de concentrer toutes les personnalités dans un seul quartier, dans une seule prison. C'est plus facile à les gérer que de les mettre un petit peu partout en France, quoi. Mais peut-être aussi c'est parce peut-être qu'elle n'a pas autant de surpopulation. Si, quand même, elle était surpeuplée, hein. Et après, bon, ils ont fait des travaux, mais elle a connu la surpopulation comme toutes les prisons de France, hein. Mais la question, tu parlais de la surpopulation. Est-ce que le fait qu'il y avait énormément de surpopulation, même si c'est pas ton métier, mais est-ce que tu penses que cela vient du fait que les juges étaient beaucoup plus durs, ou qu'il y a plus de délinquance, ou alors est-ce que c'est parce que trop de prisons fermaient? Donc voilà. Ben, c'est vrai, c'est un mix de tout ça. C'est un mix de tout ça. Effectivement, tu avais des prisons qui fermaient, tu avais des prisons qui, les structures, elles dataient de je ne sais plus quelle année, donc il fallait les fermer, il fallait reconstruire. Donc, ces détenus-là, il fallait les mettre autre part. Donc, il y avait cette surpopulation-là, pardon. En même temps, effectivement, tu as des lois qui sortent chaque année. Donc, les juges se retrouvent avec beaucoup plus de boulot. Il y a beaucoup plus de jeunes dans les cités aussi qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Ah, c'est toute la société qu'on retrouve dehors un peu qui n'arrive pas trop à s'occuper parce que peut-être soit ils n'ont pas le choix ou soit ils ne le veulent pas. Malheureusement, ils se retrouvent devant la justice et ils finissent en prison. Et depuis quelques années, on voit maintenant que ils essaient de dépénaliser certaines infractions pour que justement il y ait moins de personnes dans les prisons. Avant, tu pouvais finir en prison parce que tu payais pas la pension alimentaire de ton gosse. Bon, aujourd'hui, avant de t'envoyer en prison, on te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels avant, quoi. Ouais, totalement, mais euh, je me posais une question. Est-ce que ça arrivé que tu discutes avec un détenu ou plusieurs et qu'ils te disent qu'ils sont innocents? Oui, c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Après, tu sais, j'essayais de ne pas trop rentrer dans l'intime avec les détenus parce qu'après, il y a certaines choses que tu peux plus faire, tu vois. Donc, mais par contre, oui, ça m'est déjà arrivé de tomber face à un détenu en larmes, en pleurs. Je ne vais pas te mentir, hein, un grand gaillard de 40 ans, bien mastoc, bien machin, malien, tu vois, tu le vois en train de pleurer comme une madeleine. Et le gars, il te dit que voilà, il est là parce qu'il a suivi un pote, que lui, il n'a vraiment rien fait dans l'affaire. Il a juste conduit la voiture qui a permis un braquage. Dans le braquage, il y a eu un meurtre, tout ça. Et voilà, il est là pour complicité. Mais lui-même, au départ, il ne savait pas, il savait même pas pourquoi il était là, quoi. Tu vois, il a juste suivi un ami qui lui a dit, viens, on va faire un truc. Et voilà. Ouais, je suis tombé sur des gars comme ça, quand même, ouais. Ah non, mais moi je comprends. Euh, Raconte-moi ta journée, enfin, pas celle d'aujourd'hui, mais, Ce mais, sera mais, mais, passionnant. ouais, non, mais ton quotidien en tant que surveillant pénitentiaire. Alors, le quotidien, alors, comment t'expliquer? Tu as la journée type, tu as vraiment la journée type euh, qui, en apparence, va se ressembler sur le papier. Mais quand tu gères des hommes, que ce soit dans une entreprise, que ce soit des détenus, elles se ressemblent jamais tes journées. Alors, tu arrives, moi, ma prise de fonction, c'était 6h45. Donc, j'avais un appel, je prenais les consignes dans le bureau des chefs. Et à 7h, j'étais lâché sur la coursive. Donc, c'était distribution le C'est matin. quoi c'est quoi la coursive?
La coursive, bah, en fait, c'est le couloir. C'est le couloir avec les portes de cellules. Ok. Donc, tu as l'appel, vérifier si que tout s'est bien passé durant la nuit, s'il n'y a pas eu malheureusement de pendu, de suicide durant la nuit. Donc, tu as l'appel. Tu as eu le temps de trouver un pendu, toi, Ouais, pendant ta carrière? fallait pas les compter, mais je pouvais les compter sur mes deux mains. Ok. Arrivé, ouais. Ok. Ok. Euh, donc, tu fais l'appel, tu sers le petit déjeuner, donc distribution d'eau chaude, parce que moi j'étais à Fresnes. Hein. Alors à Fresnes, c'est un ancien établissement, donc il n'y avait pas d'eau chaude en cellule. Donc on distribuait l'eau chaude, tu distribues le pain, le café, un peu comme dans l'avion, tu vois, tu as la ration, un peu comme dans l'avion. C'est Ok. exactement ça. En gros, vous êtes des serveurs, mais des serveurs pour détenus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, tu proposes les premières douches aux détenus, parce que tu as des détenus qui, eux, dès le réveil, voilà, ils veulent déjà aller à la douche, t'en as qui attendent la Ah, promenade. parce qu'il y a pas de douche à l'intérieur Alors, des. à Fresnes, non, il n'y avait pas de douche en cellule. Ok. Après, c'est soit on les envoyait en cellule, à la douche, ou on les envoyait en activité à 8 heures. Donc, ça peut être activité sportive, ça peut être activité scolaire, ça peut être le culte. Ensuite, on avait la promenade à 8h30. Donc, il y avait un grand mouvement promenade où là, on bloque toute la prison et on ne s'occupe que des promenades. On va tout le monde à la promenade. Ça a duré en grosso modo une demi-heure, ouais, jusqu'à 9h. Ensuite, on s'occupe encore des mouvements. Une demi-heure de promenade seulement? Non, ils avaient 2 heures de promenade. Mais nous, on prenait une demi-heure pour tous les faire sortir. Ok. Mais c'est quoi? C'est une demi-heure, en fait 2 heures de promenade par jour seulement. Non, alors à Fresnes, ça dépend des établissements. Moi, à Fresnes, c'était 2 heures. Ils avaient droit à 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ok, donc 4 heures. Ouais, 4 heures. Exact. Ok. Donc, ouais, après, à 9 heures, tu as des mouvements style infirmerie, s'il y a un deuxième tour de culte, un deuxième tour scolaire, tout ça. On envoyait des gens à la muscu, au sport. En fait, c'est ça. Tu avais aussi les rendez-vous avocats, rendez-vous avec des conseillers d'insertion et de probation. Nous, on est là vraiment pour les envoyer sur tous les mouvements qu'ils peuvent avoir dans la prison. Euh, tu as parlé de musculation, la question que je me posais, est-ce que vous n'avez pas peur que, en musculation, il y ait des bagarres qui éclatent avec des haltères ou des choses comme ça? Non, 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 non. Après, tu sais, le détenu, il comprend bien. Voilà, il est là pour un moment. Il n'est pas là pour se faire remarquer. Après, ouais, bien évidemment, c'est pas genre tu t'inscris à la muscu et tu vas à la muscu. Tu es reçu par un chef, tu donnes tes motivations, le chef t'explique comment ça va se passer. Puis voilà quoi. Non, Ok, donc très, très rare les bagarres. en gros, la muscu, ce n'est pas un droit. T'as un droit, mais pas pour tout. En fait, mais tout le monde ne peut pas y aller en même temps. Ok, non, mais quand je dis un droit, c'est-à-dire que la personne n'est pas obligée de t'envoyer à la muscu. Non, 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 on n'est pas obligé, non, pas du tout. Non. Ok, donc en gros, si t'as un mauvais comportement, on peut te dire qu'on te supprime la muscu. Bien sûr, voilà, c'est ça. Ok. Une autre question, au-delà de ton métier, euh, il y a d'autres métiers à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a des comptables, il y a un peu de tout. Mais il y a aussi la police. Est-ce que ça fait aussi partie du côté pénitentiaire, ceux qui transportent les détenus? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que justement, j'ai quitté l'administration pénitentiaire au moment où ils mettaient ça en place. Donc, avant les extractions judiciaires, toutes sortes d'extractions, même médicales, tout ça, c'était fait par soit les gendarmes, soit la police nationale. Et petit à petit, ils ont mis en place, je ne sais même plus comment ça s'appelle, hein. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne vais pas te mentir, je ne sais plus. Parce que je partais, donc je ne sais pas quelque chose qui m'a intéressé, tu vois. Mais maintenant, ce sont les surveillants, ce sont les surveillants eux-mêmes qui sont formés pour pouvoir faire ces extractions. Les EJ, extraction, ben oui, extraction, j'ai dit, ils appellent ça les EJ. Ok. Toujours sur ton métier, euh,
Est-ce que tu penses que vous avez assez de moyens pour travailler? Euh, ouais, oui, faut pas se plaindre. Je veux dire oui, faut pas se plaindre. Après, euh, les moyens, le moyen, il est humain, hein. On n'a pas de matériel, on n'a pas d'armes à l'intérieur de la prison, il n'y a pas de matraque, il y a pas de fusil, sauf dans le Mirador. Voilà, quoi, tu es là dans la prison, c'est toi, ton corps, ton sifflet pour alerter s'il y a un problème, tu vois. Voilà, quoi. Après, c'est vrai que, bon, comme je te dis, surpopulation, donc tu te retrouves à faire le travail des fois de deux surveillants. Mais ouais, et puis s'il manquait quelque chose, c'était des moyens humains, du moyen humain. Mais après, niveau matériel, non, ça va. Comment on gère une altercation avec un détenu quand on est tout Alors, seul et c'est en surpopulation? alors là, c'est comme dans la rue, hein. c'est, c'est exactement la même chose, hein. Alors, ça dépend du détenu que tu as face à toi, ça dépend du problème, ça dépend de si tu t'entends bien, si tu as de bons rapports avec lui. C'est compliqué, c'est pas. Voilà, il faut surtout analyser et prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais tu vas pas foncer, peut-être la première à croire que tu es super beau, tu vas bousculer tout le monde. Non, c'est pas comme ça du tout. Ok. On fait un peu l'autre côté de la facette avec tes yeux, bien sûr, parce que tu n'as pas été détenu, enfin, je crois pas. Raconte-moi un peu le quotidien de détenu. Donc, voilà. Alors, je vais essayer d'être bref. Euh, bon, j'avais pas trop de problèmes avec les détenus. Donc, ils pouvaient me raconter deux, trois trucs vite fait de temps en temps quand il y avait le temps. Parce qu'en prison, t'as pas le temps, hein. T'as pas le temps de trop discuter. Mais je pense que, enfin, c'est un peu logique, c'est l'enfermement qui est compliqué pour un détenu, tu vois. D'avoir face à quoi tu fais 4 mètres, tu as un mur face à toi, de l'autre côté, tu as une porte. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'ils sont dehors, enfin, quand je te dis dehors, qu'ils arrivent à sortir de la cellule, qu'ils arrivent à aller en activité, je pense que là, ils arrivent à faire passer le temps. Et sinon, le temps peut se. C'est le temps qui est dur à gérer en prison pour un détenu, je pense, hein. Après, il y a l'éloignement avec la famille, oui, d'accord, mais bon, on sait que maintenant, les détenus arrivent à avoir des parloirs, ils arrivent à se procurer des téléphones, donc ils arrivent à rester connectés avec la famille, même si, bon, c'est pas physique, c'est pas comme à la maison, tu vois. Mais ce qui est difficile à gérer pour un détenu, c'est vraiment le temps, les journées répétitives, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, non, mais j'imagine parce qu'on voit déjà rien que nous, avec le confinement, c'était dur, hein. Voilà, voilà, ben, tu vois. Et pourtant, tu es chez toi. On était chez nous, on avait notre télé, notre PlayStation, les gâteaux, on avait tout ce qu'on voulait, quoi. Tu étais chez toi. Le détenu, lui, il est dans sa cellule, il est livré à lui-même, il dépend du surveillant qui viendra lui ouvrir la porte. Je pense que c'est assez compliqué pour eux. Après, voilà, hein. Ouais, Malheureusement, comme là, ils assument tant qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Non, mais j'imagine. L'autre question que je me posais, tout simplement, c'est moi, si je suis bouddhiste, ça se passe comment pour moi à la prison? Si tu es bouddhiste. C'est-à-dire, alors, de quelle facette je dois Si, voir? si j'ai envie, moi, je suis détenu, je suis bouddhiste et j'ai envie de faire du yoga, de méditer, comment ça se passe? Alors, on te fait bien comprendre que la prison, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Après, tu arrives toujours à avoir des arrangements, hein. Tu sais, tu as des salles de culte. Tu as des salles de culte, tu demandes, voilà, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup des bouddhistes en prison, tu vois. Alors, après tu fais ton courrier au directeur, tu expliques ta situation, tu es reçu ou pas. Bien évidemment, tu es reçu ou pas, et puis ils essayent de trouver un arrangement pour que tu puisses faire ton petit yoga, sinon tu fais ton yoga en cellule. Ok. Est-ce que tu penses que personnellement, cela t'a changé Oui, en tant oui, qu'être humain? ouais, de fou, ça m'a changé de fou. Tu sais, Comment? j'étais un petit, quand je suis parti, j'étais un petit jeune enfin, à répéter un peu tout ce qu'on entend dans la rue, tu vois, tout ce qu'on entend des copains, c'est fuck l'État, fait nanana, nanana, tu sais, tu te poses pas trop de questions, hein, tu sais même pas ce que c'est que de payer une facture, mais
t'as envie de fuck tout ce qu'il y a à fuck, excuse-moi de l'expression, hein, mais, mais c'est Non, comme mais ça tu qu'on peux, tu peux, tu peux. c'est comme ça qu'on parlait avant. Et puis après, une fois que je suis rentré dans l'administration, j'ai bien compris qu'il y avait la possibilité quand même de s'en sortir dans la vie par ce biais-là, tu vois. J'ai rencontré de bonnes personnes, de bons collègues qui étaient déjà bien installés, qui étaient déjà dans l'administration depuis un moment, qui m'ont donné une autre vision. En plus, j'étais dans un établissement où il y avait une mixité énorme, hein, tu vois. Il y avait énormément de nordistes, il y avait des sudistes, il y avait des gars de la Polynésie, tu avais des Réunionnais, des Guyanais. Donc, tu apprends avec la facette, tu vois la facette de tout le monde, ça te force, ça te fait devenir un homme. Tu rencontres tes premières difficultés, je vais pas te mentir, hein, tu as tes premières peurs aussi quand la première fois un détenu te menace, te dit demain, t'inquiète pas, demain je vais te retrouver, je connais ta plaque, je sais où tu habites, tu n'as même pas intérêt à sortir demain. Tu vois, ça te forge et tu deviens un homme, tu apprends À à, gérer ce genre de choses. voilà, à gérer ce genre de choses. Est-ce que tu as demandé à venir en Guadeloupe? Ouais, ouais, je l'ai fait tardivement. Je l'ai fait tardivement, mais je l'ai quand même fait juste pour voir. Et quand j'ai vu mon classement, j'ai dit non, c'est impossible de rentrer en Guadeloupe, tu vois. Je crois que j'étais 536e. Après, je crois que je regardais, ça faisait quoi? Ça faisait 7 ans, 6 ans, 6 7 ans que j'étais là-bas. Et quand tu reçois ton classement, 536e avant de pouvoir rentrer en Guadeloupe, j'ai dit, sachant qu'en Guadeloupe, des fois, par année, tu as une, deux personnes qui sont mutées. Je dis, je vais jamais rentrer en Guadeloupe, tu vois. Je vais jamais, en tant que surveillant, ça va être très compliqué, ou sinon, il va falloir que je passe par un filon, ou que je fasse. Je Que je pense, fasse moi sincèrement, je pense qu'à 98 ans, tu aurais été parfait. Ouais, je Ah, pense. c'est 139, à 98 ans, je pense que là, ils t'ont envoyé ton petit courrier pour te dire que tu passes. Euh, Est-ce que tu penses, là je parle à l'homme, celui qui a l'expérience de la prison et de vie, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de changer, enfin, de punir les gens de la société? Tu sais, Oui. alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que, exemple, tu vois, tu as des pays comme la Suède où Ouais, les prisons sont très dépeuplées parce qu'eux, ouais. ils sont très contre la prison, ils ont plein d'autres moyens qui font ces choses-là. Parce que dans toute ma question, je te donne le contexte vraiment de ma question, c'est que aussi, est-ce qu'il y a une vraie réinsertion qui est faite pour que les gens ne font pas de Faut pas- récidive? C'est toutes ces questions-là que je me posais pour qu'il y ait moins de détenus. C'est ce que Parce j'allais que, te dire. C'est ce que j'allais te dire, tu vois. Alors, la prison, elle est là, elle existe, elle doit exister. Ça permet aussi de protéger certaines personnes, hein. Tu sais, tu as commis, je vais te prendre un exemple tout bête. Tu as des détenus qui sont là pour des histoires de mœurs, pour un viol par exemple. Je peux t'assurer que d'être en prison, ça le protège de beaucoup de choses parce que le laisser dehors, ça se trouve, tu aurais la famille de la personne qui l'a violé, qui l'aurait déjà tué. Donc la prison, non seulement elle est là pour la répression, bien évidemment, mais elle est aussi là pour la protection. Par contre, effectivement, tu m'as donné l'exemple de la Suède. Je sais que la Suède s'occupe vraiment de ses détenus, de ses détenus. Et en France, c'est ce qui manque. J'ai eu la chance de travailler 4 ans, 4 ans dans un QSL, donc c'est un quartier semi-liberté. Et c'est vrai que j'avais l'impression que les détenus, tu vois, bon, ils sortent la journée, ils rentraient le soir pour dormir. Et j'avais l'impression qu'ils étaient lâchés, quoi. Tu vois, c'était OK, sortez. Et puis, il n'y avait pas vraiment de suivi. Quand tu avais un conseiller d'insertion et de probation qui s'occupe de je ne sais pas combien de dossiers, de moins 60 détenus, il n'a pas le temps de tout gérer, de tout voir. Le détenu, il recommence, il retombe dans ses travers bien vite, tu vois. C'est assez non, mais, compliqué. non, mais c'est bien que tu me dises ça parce que ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que avant même de demander la rénovation des prisons ou du matériel, etc., ce que tu me disais, c'est que non, on avait surtout besoin de moyens humains. Ouais, c'est ça, c'est moyennement. Le détenu, le détenu qui a été en prison, qui a été coupé de la société pendant 2, 3 ans, il a du mal à se réinsérer, il a toujours les mêmes amis qui dealent toujours.
même s'il a il a une bonne volonté, il a de fortes chances de retomber dans ses travers. Après, il te dit, bon, j'ai déjà fait de la prison une fois, je peux la faire deux fois, ça ne m'a pas tué la première fois, ça ne va pas me tuer la deuxième fois. Et puis après, c'est l'engrenage. Et malheureusement, moi je trouve en tout cas que l'État français ne s'occupe pas assez de la réinsertion des détenus, tu vois. C'est là où on devrait faire un petit effort, c'est au niveau de la réinsertion. Non, j'imagine. Euh, L'interview est finie. C'était un super moment avec toi. Est-ce que tu as un dernier message à dire déjà à ceux qui pensent que la prison, c'est un endroit sympa? Alors, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est d'arrêter d'écouter ce qu'on entend dans les sons rap, hip-hop, dancehall, tout ça, où les gars font l'apologie de la prison. Je peux te dire que quand tu parles avec ces mêmes personnes en face, ils te diront tous la même chose. Ah ouais, la prison, c'est pas quelque chose de sympa, c'est une perte de temps déjà. Il y a beaucoup de choses à faire dehors, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la vraie vie. Parce que pour moi, je dis que la prison, c'est pas la vraie vie. Et Excuse-moi de te couper. C'est intéressant que tu dis ça parce que je conseille à tout le monde d'aller écouter l'interview de Mikey Dengla qui en parle et Yu Chang aussi. Et ils ont ton discours en disant que la prison, on perd beaucoup de temps. C'est ouais, vraiment ça. ouais, Non, mais je vais pas le dire parce que bon, ouais, je veux pas dire ça parce que bon, aujourd'hui, je porte un uniforme ou quoi. Je suis un homme comme tout le monde. J'ai mes délires comme tout le monde dans la vie privée, tu vois. Et quand tu vois tout ce que tu peux perdre, si tu as des enfants, tu vois pas tes enfants grandir. C'est, 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 c'est facile de dire, ouais, je suis en prison, on m'a rien fait, on n'a pas coupé mes locks, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, patati, patata, j'avais une réputation. Mais si tu vois tout ce que tu perds à côté, ça sert à rien, ça sert à rien d'aller en prison quand tu vois que tu peux passer tes fêtes de Noël tranquille avec ta famille, tu peux tu peux t'amuser chaque soir avec tes amis et que là, non, tu te retrouves en prison, t'es enfermé, tu sais pas ce qui se passe dehors, tu vois pas, tu vois l'évolution de tout le monde à travers les réseaux, les parloirs de ta famille et toi, tu es enfermé, tu peux rien faire. Non, c'est pas très facile. non, mais pendant que tu me parles, tu sais, je pense à. J'oublie c'est quel artiste. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois pas que c'est peut-être Brulux. Et on lui posait la question sur un média. Je crois que c'était l'émission JAV, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en gros, on lui posait la question si on lui donnait 1 million contre 1 an de prison ou 2 ans de prison. Et lui, il disait que il veut pas de ce million-là parce que ses deux frères étaient allés en prison et que lui, il n'y est jamais allé et qu'il a vu le résultat que ça a fait sur ses parents. Parce que Ouais, toi, tu dis ce que tu rates, mais on n'a même pas parlé de l'aspect famille. c'est ça. Comment ta famille vit la chose. Et lui, il Ouais, disait qu'en gros, il veut pas de ce million-là. Même le milliard, ça ne l'intéresse pas parce que il a vu comment ça a détruit sa famille, le fait que ses frères aillent en prison. ouais, ben, déjà, il y a le regard des autres. C'est assez compliqué des fois à gérer pour certains. Puis tu as la contrainte de ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta tante, ta copine, ton copain qui est obligé de venir te voir tous les jours en prison, tous les jours au parloir. C'est pas une vie. Moi, j'ai un ami qui était surveillant, c'est un ami, c'est un collègue, un ami qui était surveillant, qui a malheureusement, qui a fini derrière les barreaux. Donc, il connaît les deux aspects de la prison, tu vois. Il a fini derrière les barreaux. Je crois qu'il était dans le nord. Hein. Je crois qu'il était incarcéré dans le nord ou dans l'est, je ne sais même plus. Sa copine qui habitait à Paris prenait un billet de TGV 3 fois par semaine pour aller le voir au parloir, pour lui ramener des vêtements propres. C'était pas une vie pour la fille, quoi, tu vois. C'était vraiment pas une vie pour la fille. Lui-même, tu vois, ça l'emmerdait de faire vivre ça à sa copine, sa mère qui était en Guadeloupe. C'était très compliqué. Elle devait prendre un billet d'avion tous les 3 mois pour venir le voir. C'était assez compliqué, tu vois. Et c'est vrai que de faire vivre des trucs comme ça à sa famille, c'est pas une fierté. Et des fois, tu penses que tu, tu, tu défies la loi pour ramener un peu d'argent, pour mettre tes parents bien, machin, mais ça dure qu'un temps. Si tu ramènes un écran plasma à ta maman grâce à l'argent de la drogue, elle sera peut-être heureuse sur le coup, mais elle va s'habituer avec l'écran plasma. Mais est-ce qu'elle va s'habituer au fait que tu sois en prison pendant 2 3 ans? Ça, c'est autre chose. Tu vois?
Non, mais totalement, je te rejoins complètement. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, euh, qu'on ait, qu'on ait pu parler un peu du milieu carcéral. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'on sera amené à faire sans doute d'autres podcasts pour parler plus spécifiquement, je pense que des Antilles, tu vois. Ouais, Trouver ok. quelqu'un en tout cas pour parler des Antilles et si même détenu, ça serait pas mal. Donc Ouais, voilà, je te souhaite bon courage dans ta nouvelle carrière de policier municipal. merci. Et puis, merci d'avoir accepté l'invitation de PCA Podcast. Yes. Ok, bye bye, à bientôt.